Merci beaucoup pour ce panorama très, très clair sur cette enquête. On a donc maintenant une petite vingtaine de minutes de débat. On n'a pas tout à fait le temps, je crois, de le structurer en différentes questions ou de fil rouge. Et donc ce que je vous propose, c'est chacun d'entre vous de poser les questions ou de faire les commentaires que vous souhaitez en lien avec les trois interventions ou, ce qui sera peut-être plus intéressant, en lien avec votre expérience, et je pense qu'on peut peut-être axer ça sur la difficulté de prise en charge des migrants au quotidien. Si deux personnes de la salle, j'ai déjà trouvé une victime pour le côté gauche ou droit, ça dépend, pouvaient s'emparer du micro. Oui. Oui, j'aurais une question peut-être pour les deux derniers intervenants. Je me présente, je suis Patrick Bouffard, je suis médecin bénévole sur la délégation Île-de-France à Paris et j'interviens sur le programme des personnes isolées à la rue en tant que médecin bénévole. Est-ce que tu peux parler un petit peu plus fort et peut-être prendre le micro, tu seras plus à l'aise? Voilà, je vais parler dans le micro comme d'habitude, merci. Tu peux même le retirer du support, comme ça tu seras plus libre. Voilà, là je pense que c'est bon. Non, j'ai une première question pour le docteur Tortellini. D'abord, je voulais la remercier pour la clarté de sa présentation, qui je pense apporte beaucoup d'éléments. Et j'aurais voulu lui poser une question en rapport, vous nous avez parlé de la prise en charge intramuros, et j'aurais voulu savoir si vous pouviez nous apporter un éclairage sur les équipes mobiles psy-précarité, pour savoir un petit peu quelles données chiffrées vous pourriez nous apporter. D'autre part, j'aimerais savoir quelles sont les interactions que peuvent avoir votre activité intramuros et les équipes de mobilité par rapport aux autres équipes de Marotte sociale. Est-ce que vous avez des liens? Comment vous travaillez ensemble? Et troisièmement, j'ai peut-être une question qui va rejoindre à la fois vous et M. Schweyer, c'est est-ce que vous pourriez nous parler de la souffrance éthique potentielle que peuvent rencontrer les soignants psychiatres au quotidien sur ces actions? Par exemple, j'ai un exemple très, très pragmatique à vous donner. Sur le programme Personnes isolées à la rue, on a identifié quelqu'un, on s'est dit, on va le confier, on va au moins prendre des renseignements à l'équipe de mobilité psychiatrique qui peut aller vers lui. On a contacté l'équipe et en fait, on a appris qu'ils ne sont pas très opérationnels pour le moment puisque 2/3 de l'équipe est en arrêt maladie et qu'on n'a pas donc de possibilité. Alors nous, pauvres somaticiens, on fait ce qu'on peut, mais on est extrêmement en tension là-dessus. Est-ce que vous pourriez nous donner un éclairage, s'il vous plaît? Il faut peut-être vous adresser à mon chef pour des questions. Mais en effet, la fonction des équipes mobiles, c'est aller à l'encontre vers les personnes qui sont en souffrance, soit dans la rue, soit dans les foyers d'hébergement, les personnes qui sont pas a priori sectorisées. Et il y a beaucoup de travail. Et c'est vrai que cette nouvelle population nous pose question par rapport à la question de l'interprétariat, pour lequel on n'a pas encore trouvé de solution et que vraiment c'est une vraie question d'actualité. Pour la deuxième question, la souffrance des psychiatres, elle est quotidienne aussi. C'est-à-dire, combien de fois j'étais au centre de la Chapelle et j'appelle pour hospitaliser quelqu'un qui ne va pas bien et on me dit mais qu'est-ce qu'on va en faire? Et c'est pas de la mauvaise foi, c'est-à-dire qu'ils savent très bien qu'ils vont les soigner du jour, mais la personne, elle n'a pas de toit, elle va pas revenir. Et cette souffrance, donc parfois ça devient la maltraitance, mais inconsciente, parce que vraiment, c'est des équipes qui sont... Il y a la pression pour les turnovers et donc c'est les situations administratives qui bloquent l'hospitalisation. Et c'est une vraie question des moyens. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'après? Est-ce que vous, au sein de l'institution, vous déployez un plaidoyer propre pour développer ces actions? Parce que nous, vu de l'extérieur, elles nous semblent parfaitement sous-calibrées. Enfin, je veux dire, les missions psy-précarité, c'est vraiment quelque chose. Enfin, moi, je trouve ça, enfin, je dis ça un peu brutalement, je m'excuse, mais totalement sous-calibré. Donc, avez-vous un plaidoyer institutionnel interne pour avoir des moyens, développer des moyens, avoir des interprètes, etc. Enfin, où en êtes-vous de ce combat? Comme à la Chapelle, les personnes sont sectorisées. C'est un plaidoyer de tous les jours pour le travail du secteur, du CMP, parce qu'ils ne sont pas habitués à travailler avec cette population. Donc, par exemple, moi, je travaille dans un CMP.
Bon, je suis Madame Migration, donc toutes les personnes viennent me voir. Mais on a pris l'habitude, maintenant c'est une habitude. Dès qu'il y a quelqu'un qui vient et qui ne parle pas la langue, il y a déjà, pour le premier entretien, il y a un interprète, il y a toute une façon de fonctionner. On travaille beaucoup avec les personnes, les aidants, les éducateurs, les référents des foyers. Donc on fait des synthèses. C'est toute une façon nouvelle de travailler avec cette population, mais pas très encore répondu parce que on a vraiment, pour très très longtemps, pendant très longtemps, la prise en charge des migrants, ce qui disait cette un peu catégorisation, c'était un peu faite par les institutions, avec un regard ethnopsychiatrique et transculturel, et finalement le secteur, il était là que pour les urgences et pas pour la prise en charge en continu. Moi, je voudrais revenir sur cette problématique de cette violence qui est que les migrants ne puissent pas s'exprimer dans leur langue natale quand ils ont de la peine à le faire en français. Et en santé mentale, c'est particulièrement crucial. Est-ce que dans votre enquête auprès des professionnels, alors vous nous avez donné les résultats plutôt pour les professionnels français, est-ce qu'au niveau européen, cette difficulté à avoir accès à l'interprétariat professionnel ressort ? C'est trop tôt pour répondre parce que on va travailler avec nos collègues suédois qui vont justement pouvoir agréger les données. Et donc, si on refait le colloque dans un an, j'aurai des éléments. Mais là, c'est trop tôt. Donc vous avez compris, il faut refaire la même chose dans un an. Juste un mot peut-être, parce que ce sera peut-être abordé dans le reste de la journée, sur les réponses. En fait, pour trouver des solutions, il faut s'allier. Clairement, on est les uns et les autres, et Médecins du Monde en particulier, dans des processus d'alliance pour avoir des propositions qui soient élaborées ensemble. Et je pense en particulier aux États généraux de la migration, en fait, pour répondre à ce que nos autorités nous proposent. On a cette alliance qui est vraiment sortie des associations elles-mêmes. Il y a environ 430, je crois, organisations, collectifs, y compris des collectifs citoyens qui se sont alliés, qui se réunissent, des groupes de travail en France et dans toutes les régions, pour faire des propositions face au mur auquel on s'est présenté au moment où a été élaborée et construite cette fameuse loi dite asile-immigration. Donc tout ça pour dire que voilà, il y aura un certain nombre de propositions, mais certains dans la salle connaissent mieux les propositions en cours d'élaboration que moi. En tout cas, ces alliances-là, elles sont absolument indispensables dans ce temps particulier tel qu'on a pu le déposer les uns et les autres. Moi, j'aimerais bien qu'on aborde une question qui a été évoquée, notamment que tu as abordée tout à l'heure, sur les mineurs non accompagnés. Est-ce qu'il y a dans la salle des pédiatres qui ont une expérience à partager avec nous? Est-ce que Frédéric Sorge, est-ce que tu peux faire l'effort d'aller jusqu'au micro pour nous donner ton expérience? Puisque si je ne me trompe pas, tu as monté ou tu as contribué à monter à Necker une passe pédiatrique, c'est bien ça? Moi, je suis pédiatre. Je travaille en particulier à l'hôpital Necker et à l'hôpital Robert Debré. Et l'hôpital Necker était le seul hôpital de l'assistance publique de Paris à ne pas avoir de passe. Et les enfants qui venaient dans ces situations avec des problèmes de migration, ils étaient invités à aller à l'hôpital Robert Debré. Et donc, cette situation un peu scandaleuse est en train de changer. Et une des problématiques qu'on rencontre, c'est ce qui a été abordé par les intervenants, c'est la coordination et la collaboration entre les différentes équipes. C'est-à-dire que ces enfants, ils sont vus dans différentes passes ou par différentes ONG. On les prend en charge. Éventuellement, on leur fait un bilan. On essaye de mettre à jour les vaccinations. Et puis après, ces enfants, on essaye de les revoir et on a du mal. Et ils vont être pris dans une autre structure qui va peut-être recommencer la même chose. Et on aurait besoin d'un lien, d'un suivi. Alors après se posent des problèmes de confidentialité liés aux données médicales. On essaie de leur donner des carnets de santé quand on peut en trouver. On va auprès des maternités qui nous fournissent des documents. Et pour les populations migrantes se pose aussi la conservation de ces documents. Donc on pense
peut-être à ce qui avait été évoqué, à la possibilité d'utiliser des moyens numériques. Hein. Je pense par exemple au carnet de vaccination numérique qui pourrait nous permettre d'avoir des informations et puis de pas recommencer les mêmes choses à chaque fois. Enfin bon, il y a plein de travaux en cours de réflexion et on a créé un groupe avec le groupe de pédiatrie tropicale qui va essayer de fédérer les différentes équipes qui s'occupent de mineurs isolés pour essayer de faire des recommandations de bonnes pratiques et de faire un plaidoyer auprès du ministère pour essayer d'avoir des moyens pour nous aider à mieux les prendre en charge. Juste un tout petit mot sur les mineurs non accompagnés. On a 3 ou 5, je crois, 3 programmes qui sont dédiés à ces mineurs non accompagnés sur le territoire français. Donc on a des demandes très particulières. La première, c'est de ne pas en faire des enfants à part. Enfin, on les met dans des dispositifs, on cherche à les mettre dans des dispositifs qui sortent de la protection de l'enfance. Donc, absolument, c'est d'une grande violence de ne pas être considérés comme d'autres enfants. Donc ça, c'est la première demande. Donc, pas de structure spécifique dédiée à ces enfants. Deuxièmement, une ouverture pour eux inconditionnelle de la protection sociale, bien évidemment. Un vrai bilan de santé dès leur accueil, quelque part, un vrai bilan de santé, un entretien avec un psychologue spécialisé, parce que ce sont des enfants qui ont des troubles particuliers, donc vraiment une spécificité par contre dans cet accompagnement et dès le premier accueil. Donc un temps d'évaluation long et privilégié, et puis une interdiction bien évidemment des tests osseux qui sont, comme vous le savez, absolument pas fiables. Hein. On n'évalue pas l'âge d'un enfant avec une radio de poignet. Ça, il faut absolument abandonner ces tests et c'est pas encore acté. Hein. On n'arrive pas à faire passer ça. Donc voilà. Dont tous les experts disent que ça n'a aucune valeur. Hein. Ça n'a absolument aucune valeur. À 4 ou 5 années près. Donc c'est un test qui devrait être véritablement abandonné. Une primauté des documents d'état civil. Et de toute façon, la première démarche, c'est de croire la personne, c'est de croire cette personne quand il dit « je suis mineur ». Donc vraiment, cette minorité qui est assumée par lui et par tous, je dirais. Voilà. Alors, il y a un autre aspect des choses qui me paraît très, très important. J'ai fait une petite allusion tout à l'heure sur les passes. Et tout à l'heure, Emmanuel Hirsch avait fait référence à la passe emblématique Baudelaire. Et il y a une tendance, parce qu'on a des difficultés dans nos hôpitaux pour faire entrer, entre guillemets, nos patients en situation de précarité et en absence de droit dans les passes, avec des interprétations très restrictives du rôle des passes. Et il y a une tendance actuelle qui, sur le fond, pourrait paraître comme plutôt vertueuse, de réintégrer les passes focalisées, enfin géographiquement localisées, de style Baudelaire, les passes spécialisées, de les réintégrer dans les consultations standards. Mais en fait, c'est un piège parce que du coup, beaucoup de patients dans ces situations de précarité, notamment les migrants, ne peuvent même pas accéder puisqu'il n'y a pas de porte, il n'y a pas de visibilité sur cet accès par les passes. Est-ce que parmi vous, quelqu'un qui a travaillé là-dessus, je crois Madame Nathalie Godard, qui... Eh bien oui, c'est le piège. Mais quand on travaille, après, il faut restituer. Bon, c'est donc un piège, merci beaucoup. Donc, je suis Nathalie Godard, je travaille à Médecins du Monde, je suis aux opérations en France. Je peux parler de l'accès au pass. Effectivement, on a essayé de faire un état des lieux l'année dernière, avec notamment Delphine Fangé, qui est aussi dans la salle, sur l'accès au pass en France, à partir des expériences qu'on a donc, dans nos différentes missions en France. On a constaté qu'il y avait une très grande hétérogénéité des dispositifs PASS, puisque vous avez parlé de PASS spécialisés ou dédiés, de PASS transversales. Donc la PASS Baudelaire, c'est un exemple d'une PASS, mais il y a plein d'autres exemples. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans la salle qui connaissent ça très bien. Je vois Barbara Bertini de la PASS d'Île-de-France qui pourra aussi en parler. Que l'accès à la PASS, il est difficile parce que les personnes ne savent pas où est la passe, donc il y a des endroits où c'est extrêmement compliqué à trouver, et qu'il y a des conditions d'accès qui vont être différentes d'une passe à l'autre, et que l'hétérogénéité et la barrière de la langue et les différentes conditions qui sont liées parfois à une pression financière qui est aussi sur les hôpitaux, et les travailleurs sociaux qui sont en très grande difficulté et qui vont rajouter des conditions parfois parce que ils ont aussi une pression pour pouvoir faire de la qualité. On a parlé tout à l'heure de ce choix éthique parfois qui était difficile, fait que l'accès est difficile. Il y a une barrière de la langue qui est importante. La prise en charge de la précarité, elle demande du temps aussi.
Voilà, et donc on a fait ce constat qui est largement partagé de cette difficulté d'accès à la PASS. Et donc nous, dans les équipes de Médecins du Monde, on essaye de travailler sur l'orientation qui est faite vers ces PASS, en essayant d'améliorer l'information qui est donnée aux personnes, l'accompagnement parfois, et qu'on a aussi développé, on travaille beaucoup avec la médiation en santé, qui est un outil très intéressant pour que les personnes puissent avoir un accès effectif aux droits et aux structures de soins. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup. Oui, une question encore ou un commentaire? Bonjour Anne, je suis bénévole également à Médecins du Monde. Je voulais juste faire un commentaire par rapport à ce qu'avait évoqué le docteur Sévignon sur l'Amérique centrale. On est allé voir là-bas un programme d'accès aux soins des migrants et c'est vrai que par rapport à ce qu'on vit ici, la situation en Amérique centrale des sociétés particulièrement faibles socio-économiquement, des gouvernements politiquement défaillants, la société entre guillemets d'accueil nord-américaine avec un système de santé qui n'a rien à voir avec le nôtre, font qu'on est depuis 40 ans dans des situations dramatiques. Et c'est vrai que par rapport à ce qu'on évoque ici, que ça soit au niveau associatif, institutionnel, les passes, tout le monde est concerné. Et c'est vrai que je pense que dans un pays comme le nôtre, où la migration est quelque chose, comme disait Andrea lors d'une conversation, qui devient une règle et non pas une exception, doit être pris en compte. Et que l'enjeu de ce colloque, qui me paraît vraiment intéressant et important, est effectivement qu'on puisse faire des remontées et qu'il y ait une réelle volonté politique avec des moyens qui soient mis en œuvre, parce qu'on ne peut pas envisager qu'il n'y ait pas un accueil inconditionnel universel à la santé pour les personnes, qu'elles soient migrantes, exilées, déboutées, dublinés, réfugiés, et je voulais juste souligner cet aspect-là. Merci beaucoup, et je crois que ce sera le mot de la fin parce que il est temps de passer à la suite. Merci aux intervenants, merci aux ceux qui ont bien voulu prendre la parole. Et je voudrais juste reprendre votre mot que vous avez mis sur votre dernière diapo. À la fois, on est mis en impuissance, nous, professionnels du soin et du secteur socio-sanitaire, mais néanmoins, il faut faire face. Et pour ceux que ça pourrait intéresser, comme il y a une allusion dans le programme, on a monté l'année dernière avec Annabelle Degré-Duloup, que certains connaissent, qui est une démographe de la santé, un diplôme d'université qui s'appelle Santé des migrants à l'Université Paris 13. Donc ceux qui veulent approfondir toutes ces questions peuvent s'y inscrire et c'est largement ouvert aux non-médecins puisque c'est peu médicalisé.